Bonjour, je suis à la fois très heureuse et très angoissée d'être ici devant vous pour cette keynote qui m'a un peu tombée dessus, en fait, je dois dire, et pour laquelle je vais m'efforcer d'être le plus simple, en fait, et le plus clair possible. C'est une journée absolument passionnante parce que, en fait, j'ai presque découvert le terme de démocratie substantive en lisant les termes de la rencontre. Et que, bien évidemment, en découvrant ces deux mots accolés, je me suis demandé ce que pouvait bien être la substance de la démocratie. Puisque si on parlait de démocratie substantive, c'est qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la substance en démocratie. Et donc, très certainement, s'il fallait revendiquer une substance démocratique, c'est peut-être que la démocratie avait perdu de sa substance. Et donc, évidemment, en considérant l'état du monde et l'état de délitement, effectivement, des processus démocratiques, c'est-à-dire des processus et des institutions par lesquelles, à travers le monde, la volonté des peuples est portée par des institutions qui sont censées les représenter au mieux, hein, et la manière dont ces institutions elles-mêmes accueillent en leur sein des représentants qui sont aussi élus et qui sont censés porter une parole de proximité. Évidemment, je me suis posé la question de la légitimité de tout cet appareil, quand au fond, comme l'a précisé Selmin Farr, le corps social ne coïncide plus avec le corps politique, c'est-à-dire ce qui se passe aussi bien en Afrique qu'ailleurs, quand au fond, il y a un échec de la représentation politique, soit parce qu'il n'y a pas de volonté de représentation du peuple, comme dans des régimes dictatoriaux, ou alors quand, au fond, ces institutions qui sont censées garantir la légitimité du pouvoir politique deviennent défaillantes pour des tas de raisons annexes, hein, qui tiennent aussi bien à la réalité des contre-pouvoirs, à leur inféodation, à leur désorganisation, et puis aussi au fait que nous sommes massivement immergés dans des régimes économiques néolibéraux où les intérêts du politique sont traversés évidemment par ceux de groupes privés qui incarnent des intérêts et des profits financiers qui finissent par parfois prendre le pas sur la puissance du politique. Et l'Afrique n'est pas épargnée, évidemment, non pas parce qu'il y règne une corruption galopante, mais aussi parce que eh bien, les intérêts des groupes particuliers prévalent ou peuvent prévaloir sur en fait, les intérêts de la collectivité, ce qu'on appelle en fait le bien public. Et donc, je me suis dit qu'une manière peut-être d'introduire ce propos, ce serait d'une manière assez légère, en fait, et qu'il n'est pas en même temps. Il y a 2 jours, j'étais à Marrakech, sur une place qui est assez célèbre, qu'on appelle la place Jemaa el-Fna. Et la place Jemaa el-Fna, ça veut dire... Jemaa, c'est le mot arabe pour mosquée. Et en même temps, c'est aussi la racine du mot commun, Jemaa. C'est là où on est ensemble, communauté. Et le Fna, ça veut dire les trépassés. Et Jemaa el-Fna, au départ, ça devait être, au moment où un sultan saadien avait décidé de mettre en place cette mosquée sur cette petite place à l'époque, c'était censé être Jemaa el-Hna. Et entre l'Hna et le Fna, il y a une consonne. Et l'Hna, ça veut dire la quiétude. Et le Fna, ça veut dire l'anéantissement. Et donc, de la quiétude à l'anéantissement, bien, il n'y a qu'une lettre. C'est dire la fragilité des équilibres qui nous maintiennent en relative sérénité. Et vous savez que, alors pour l'anecdote historique, le sultan lui-même est trépassé parce qu'en fait, son projet a été anéanti par l'irruption en fait, de la peste à Marrakech, et donc qui a provoqué des milliers de décès, et le sultan lui-même n'a pas été épargné par les décès. Vous voyez que ça nous ramène à une actualité qui nous marque encore, celle de la pandémie, justement, hein, au fond, où l'état
de relative sérénité dans lequel nous croyions nous trouver, bien qu'il soit sérieusement ébranlé par d'autres événements du monde que la pandémie, eh bien, s'est retrouvé tout à coup transformé en un état d'anéantissement de au moins nos libertés, de circulation relative et de comportement, puisque nous étions sommés en fait de ne pas approcher ceux qui nous étaient le plus chers sous prétexte que nous pouvions en fait les anéantir en les aimant. Et je crois que c'est une introduction qui peut peut-être nous aider en fait à continuer la réflexion et à reprendre en fait bien sûr les termes les plus intéressants. Tous l'ont été en réalité, mais peut-être les plus frappants, en tout cas en ce qui me concerne, de ce qui a été dit aujourd'hui, parce que cette métaphore en fait du passage brutal de la sérénité à l'anéantissement nous convoque en fait et nous questionne sur ce dont nous disposons pour nous protéger autant que nous le pouvons de la perspective de l'anéantissement de la sérénité politique évidemment, qui est précisément la possibilité d'une société démocratique. Et au Maroc, nous avons un mot que j'aime beaucoup et qui est le mot sawab. Sawab, c'est en arabe, ça a une signification particulière. Ça veut dire ce qu'il est bon de faire. Et ce qu'il est bon de faire, dans cette acception, ce n'est pas forcément ce qu'il est bon de faire pour soi. C'est ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est convenable, et ce qu'il faut faire dans le lien avec les autres. Le sawab, c'est quelque chose qui se transmet dès la petite enfance. Moi, je me souviens de ma grand-mère qui me tapait sur les doigts quand, par exemple, je m'omettais de saluer une vieille tante ou que je refusais de prononcer les formules d'usage qui accompagnaient ce salut et qui sont des formules, on dit les salam alek en français, c'est pas pour rien, c'est parce que ce sont des formules qui sont très élargies et qui comprennent l'ensemble de la parenté. C'est-à-dire qu'on ne salue pas seulement une personne, mais on s'enquiert de ses parents, de ses enfants, de ses cousins, de ses tantes, ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure. Et moi, je me souviens, ma réponse était « tout le monde va bien ». Et ma grand-mère me mettait une tape sur la main et me disait « non, tu reprends le nom de toutes les personnes dont elle t'a demandé des nouvelles et tu donnes des nouvelles précises de chacune de ces personnes. Et c'est attendu. Ça ne veut pas dire que c'est écouté, ça ne veut pas dire que ça l'associe réellement, mais c'est une manière de rentrer en relation et c'est une manière de préciser que dans la relation, nous ne sommes pas seuls. C'est-à-dire que même dans l'interaction individuelle, en fait, ou que nous pensons individuelle, nous sommes toujours déjà en lien avec une communauté initiale qui est justement la communauté qui nous a accueillis au moment où nous sommes venus au monde. Et comme l'a très bien dit Marielle Massé, je crois, eh bien, nous ne venons pas au monde seuls, nous sommes accueillis et nous ne pouvons pas survivre si nous ne sommes pas seuls, si nous sommes seuls. Et donc, ce sawab, je pense que c'est peut-être ce que la rationalité démocratique a mis de côté. C'est-à-dire que la philosophie du sujet et l'individualisme social qui est né justement de l'extraction du sujet de la communauté, c'est peut-être ce qui, dans les démocraties contemporaines, nous met en difficulté finalement, parce que l'enfermement dans soi, c'est-à-dire l'idée que chacun d'entre nous est une voix, il compte pour une voix de vote, en même temps chacun de nous a une vie, et puis en même temps les sociétés marchandes font que nous sommes devenus aussi des consommateurs, et au fond nous pouvons exister seuls tant que nous travaillons, ou que nous réussissons à avoir des revenus suffisants pour faire partie de la société marchande, symbolique aussi, puisque nous achetons, mais nous achetons aussi pour exister, pas seulement pour satisfaire nos besoins. Au fond, peut-être que ce sawab, c'est ce qui manque et c'est ce qui nous permet de faire lien, c'est-à-dire au fond de faire commun. Et on peut vivre en démocratie et ne plus réussir à créer du commun. C'est certainement
ce qu'Achille a tenté, j'imagine, hein, c'est un petit peu ce que doit recouvrir cette notion de démocratie substantive. Au fond, la substance de la démocratie, c'est le fait que nous sommes communs, c'est-à-dire que nous sommes en commun, que nous formons une communauté de destin, une communauté sociale et puis une communauté humaine. C'est ce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes une communauté humaine et pour finir une communauté politique. Et j'aimerais bien revenir avec vous sur la manière dont Foucault nous aide à avancer dans cette réflexion parce que vous savez qu'il a écrit une histoire de la sexualité et le dernier volume de son histoire de la sexualité s'intitule Le souci de soi. Et en réalité, il s'intéresse bien sûr à la manière dont dans la Grèce antique, je parle sous le contrôle de Mathieu Denville, mais en fait, dans la manière dont en fait, dans la Grèce antique, ce souci de soi consistait en fait à gérer la mécanique des plaisirs, c'est-à-dire finalement à être capable dans une lutte intérieure. Il parle même pas d'une bataille avec soi, mais je crois qu'il dit en fait il faut réussir à avoir une attitude polémique avec soi-même, c'est-à-dire presque à entrer en guerre avec soi-même. La seule guerre qu'on a le droit de mener, c'est celle qu'on mène finalement avec soi-même pour pouvoir en fait maîtriser, non pas suspendre les désirs, hein, ce n'était pas le propos, mais c'était quand même réussir à accéder à une sorte de tempérance, hein, qui en réalité c'était ce qu'il appelait une tempérance. À l'époque, les Grecs considéraient que c'était une tempérance virile. Ça n'est plus acceptable aujourd'hui, mais disons que cette notion de tempérance, c'est-à-dire finalement le rapport polémique à soi-même, qui permet de se maîtriser, hein, et qui n'est pas très éloigné de ce sawab, c'est-à-dire au fond, vivant dans un espace social, nos plaisirs ne peuvent pas être illimités et il nous apporte, en fait, il nous incombe, hein, d'apprendre en fait à maîtriser les exigences de nos désirs et de nos plaisirs pour pouvoir devenir cet homme viril et tempéré. Bon, aujourd'hui, hein, les femmes n'accepteraient plus les termes de la société grecque, donc évidemment l'exemple de Foucault rencontre ses limites, mais j'ai eu envie de rapprocher le propos de Foucault de celui de Joanne Tronto, dont j'aime énormément le travail, qui elle adopte une position féministe et qui finalement questionne par opposition à ce virilisme de la tempérance, elle questionne la question, elle pose la question de la relégation féminine et aussi, donc dans la même foulée, dans la même démarche, finalement, la question de la relégation du soin, c'est-à-dire du care, dans la sphère où évoluent les femmes, et au fond, dans la sphère du monde privé, et la dévaluation symbolique que cette relégation dans la sphère privée va imposer en fait à l'éthique du soin. Et évidemment, ça ne peut que nous soucier parce que si l'espace démocratique est l'espace au sein duquel il nous faut prendre soin les uns des autres, et si on entend la démocratie substantive comme au fond ce dispositif politique qui permettrait de s'occuper, au sens fort du terme, de toutes les vulnérabilités, et donc de ne pas reléguer à la périphérie du politique ceux qui sont vulnérables, nous voyons bien à quel point cette relégation du soin, cet abaissement symbolique du soin est préoccupant. Parce que la manière, finalement, dont nous formons nos élites politiques, la manière dont se transmet aussi le pouvoir politique, la manière dont les leaders sont quelque part constitués, n'inclut pas pour l'instant, en tout cas, cette disposition sensible à
la prise en charge des vulnérabilités. Il s'agit plutôt d'une administration virile, en fait, des institutions politiques dans un souci d'efficacité, de rentabilité qui nous renvoie davantage à la marchandisation des échanges qu'à, en fait, une attention sensible à l'autre et à sa fragilité. La fragilité, elle est vraiment totalement exclue aujourd'hui du champ politique. Et certainement, il me semble que, pour reprendre les propos de Mehdi et de Nadine, il me semble que ça tient aussi, bien sûr, la perte de substance de la démocratie, elle est profondément liée à cette question de la formation des leaders. Et donc, nous avons à nous questionner sur peut-être une autre manière de former, mais aussi de choisir ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire au fond peut-être une sorte de réorganisation des compétences, un rééchelonnement des priorités au regard de ce que le dérèglement du monde, mais quand je dis monde, j'entends bien sûr non seulement les sociétés, mais aussi le monde vivant et la Terre elle-même, ce que ça va nous imposer en fait comme conversion, reconversion en fait vers une éthique de la fragilité, vers une politique des fragilités. Il y a aussi la question bien sûr des récits, parce que la démocratie elle se nourrit des récits. Or, nous voyons bien que la question de la vulnérabilité et de la légitimité, elle est aussi et souvent profondément liée à la question des récits. C'est-à-dire que il y a des dispositifs dans l'organisation de la diffusion des récits, la manière dont ils sont promus ou au contraire invisibilisés. Il y a là quelque chose qui vient reproduire en fait les logiques de domination dont le continent africain a longtemps souffert. Et ces logiques d'invisibilisation, elles fonctionnent en dehors de l'Afrique, c'est-à-dire dans le monde occidental. Quand je cherche par exemple un texte de Sami Tchak ou de Ken Bougoul, il faut que je fasse 18 librairies à Paris pour trouver un libraire qui me remette un exemplaire de ce livre-là. Je dis ça parce que je suis totalement à cheval entre la France et le Maroc, mais c'est aussi vrai, je pense que si j'allais à Bruxelles ou ailleurs, je me retrouverais face à la même problématique. Mais il y a aussi à l'intérieur de nos sociétés, dans les dispositifs de légitimation, il y a aussi en fait des manières de produire de l'invisibilité qui en fait qui est sécrétée à l'intérieur des sociétés africaines et qui concerne en fait des classes entières des populations africaines. Et donc il y a aussi là un travail peut-être de la démocratie substantive, peut-être qu'un de ces impératifs, ou en tout cas une des tâches à laquelle il faut s'atteler pour que ça ne soit pas un concept vain, mais que ce soit un concept vivant. Pour faire vivre cette démocratie, il faut sans doute s'attacher à l'intérieur du continent à faire émerger des voix, des voix suffisamment à la fois structurées, à la fois sensibles, c'est-à-dire instables parfois, et qui portent à un moment une parole suffisamment forte pour traverser les frontières imposées par la distribution des pouvoirs et atteindre des géographies où en fait ces voix n'auraient jamais eu leur place. Et bien sûr, je pense à tous les artistes, à toute la jeunesse africaine si créative, si puissante en fait, et qui doit trouver sur les scènes du monde l'accueil pour sa créativité et pour sa diversité. Et il me semble que, voilà, pour conclure, il me semble que ce qui nous fait défaut, au fond, ce qui nous manque profondément, c'est peut-être une politique de la considération, c'est-à-dire la possibilité pour chacun, dans l'espace démocratique, dans l'espace des institutions politiques, de porter
une parole qui ne soit pas diffamée ou qui ne soit pas amenuisée ou qui ne soit pas tue. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, et même, j'ai envie de dire, sur le plan de ce qu'on appelle la communauté internationale, quand on vient, comme moi, d'un pays du Sud, c'est au fond la difficulté pour certaines sociétés d'être tout simplement reconnues, d'avoir droit de cité, si j'ose dire, hein, dans la grande... j'aime bien quand on dit le concert des nations. On a l'impression que c'est mélodieux, alors qu'en fait c'est profondément discordant. Et en réalité, peut-être réfléchir. Moi, je me souviens que au début de la guerre à Gaza, peut-être parce que je viens du Maroc et que j'ai une sensibilité particulière à la cause palestinienne depuis l'enfance, et puis peut-être parce que j'ai des amis à Gaza qui sont décédés de manière absolument épouvantable, des médecins, toute une famille de médecins a disparu, et même plus les enfants, il n'y a plus personne. J'ai été très touchée, très marquée en fait, par la manière dont, au fond, le massacre que vivent les Gazaouis s'effaçait, enfin, était presque invisible, inaudible, face aux préjudices. Il ne s'agit pas de comparer les préjudices, il ne s'agit pas d'amenuiser la terreur causée par le massacre absolument effrayant du Hamas, mais il s'agit de restituer justement la profondeur historique de cette réalité et de rappeler une colonisation qui dure depuis 70 ans, de rappeler aussi comment l'histoire internationale, l'histoire de l'Europe, donc l'histoire dominante, hein, s'est débarrassée en fait de la question juive, comme disait Sartre, hein, en balançant, en ouvrant un territoire peuplé, en fait, hein, à un peuple dont Shlomo Sand nous dit qu'il n'existe pas, et donc au fond à créer une communauté nationale quelque part où en fait la notion de nation n'existait pas et en réalité, l'idée que cette notion de nation est une notion universelle qui s'impose, là aussi, les communautés existaient et vivaient en paix sans avoir besoin de former une nation. Ça ne veut pas dire que les peuples n'existaient pas. Et donc, il y a là vraiment l'imposition d'un discours et de catégories politiques, en fait, qui, en réalité, écrasent l'histoire d'un peuple, écrase la réalité d'un peuple au nom, en fait, d'une discursivité qui n'a rien à voir avec le récit de ce peuple-là. Donc, au fond, cette histoire-là, qui est tragique, elle peut aussi nous servir, en fait, à repenser la démocratie internationale, si tant est que cela existe, et au fond, ce que pourrait être aussi une démocratie substantive, en fait, qui nourrirait l'ordre international et qui, en réalité, remettrait la notion de justice, la notion d'éthique et la notion de considération au centre des décisions qui sont prises au nom de la communauté des humains. Voilà.